à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 30 avril 2020. Côté technique, ingénieur Egide Mgemelo et Steve Niungeko. Tout de suite, les titres de ce magazine. Les militants du parti d'Agathon-Gwassa, le principal parti d'opposition accusé par les institutions du pays de persécuter les militants des autres partis politiques en cette période de campagne. Dans ce magazine, vous suivrez la réaction du parti CNL. Le Burundi a raté la grande opportunité de reconstruire une cohésion sociale. Les experts en justice transitionnelle affirment sur analyse du contexte de création de la commission Vérité et Réconciliation. Et ce vendredi, le monde célèbre la journée du travail et des travailleurs. Dans son discours, le président Nkurunziza se dit satisfait des réalisations de ces 5 dernières années de pouvoir, arguant que durant les 10 premières années, ces projets ont été torpillés par une catégorie de Burundais. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page justice. 23 ans déjà, jour pour jour, une quarantaine de séminaristes de Bouta et leurs 4 enseignants ont été massacrés. Diverses sources ont révélé que ces atrocités ont été commises par le mouvement CNDD-FDD encore au Maki le 30 avril 1997. Charles Mukasi, un des politiques burundais qui prône pour la restauration d'un état de droit au Burundi, indique que même si les bourreaux n'ont pas été encore traduit en justice, le comportement affiché par ces séminaristes restera gravé dans la mémoire du peuple burundais. Je dirais que la vérité a éclaté. La vérité a été ce sont les miliciens, les militants, les tueurs, les patins du CNDD. C'est le parti CNDD, c'est l'organisation CNDD qui nous a massacrés. Bon, la deuxième vérité elle est plus positive. Ces enfants, ces séminaristes, nous ont légué en héritage un message très puissant qui est celui du tissu social burundais. Nous sommes burundais, nous sommes unis à la vie comme à la mort. Ils ont accepté d'aller jusqu'au bout du dernier souffle pour refuser les tentations du racisme et de la division, puisque les tueurs leur demandaient de se séparer afin qu'ils puissent massacrer les Tutsis. Théoriquement, on va les tous les enfants. C'est une éducation qu'ils ont eue de la part de leurs éducateurs. Je crois qu'il y a même un livre là-dessus que les gens pourraient lire, les 40 martyrs de Bouta. Je crois que donc il y a une éducation, mais c'est aussi une tradition. Il y a plusieurs messages de ce genre-là qui sont très vivaces. Vous connaissez la chanson de Matata, non, Meyo. Alors, le message puissant dont je parle de la part des séminaristes de Bouta, c'est cette volonté de survivre en tant que Burundais, de laisser éclater même déjà les sirènes de la haine, de la violence, du racisme, du génocide, de se laisser attendre et d'aller jusqu'à la mort s'il le faut. Alors, il y a des gens qui sont morts là-dessus, et il y a des gens qui survivent mal, qui ont fui le pays, il y a des gens qui sont persécutés. Il y a les sirènes de la haine continuent aujourd'hui. On voudrait nous imposer cela comme message, comme symbole de la démocratie. Mais au moins, ces martyrs sont là pour nous rappeler que nous sommes burundais et que lorsque nous réussissons ensemble, les résultats peuvent être là. Charles Mukasi demande aux Burundais de continuer à lutter pour leurs droits et de ne pas se laisser distraire par la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle. Encore une fois, Charles Mukasi. Mais je ne leur demande rien puisqu'ils n'ont rien à offrir, que ce soit la CVR et le gouvernement en place. C'est la même chose. Est-ce qu'ils ont quelque chose à offrir au Burundi? Non, les fleurs et les grincements dedans, oui. Mais ça, ce n'est pas... Je pense qu'il faut s'adresser à ceux qui ont quelque chose à donner de positif. Ceux qui ont à donner, on les connaît. On s'adresse au Burundi, on essaie de se retrouver entre Burundais, de se sensibiliser entre ceux qui se reconnaissent comme Burundais, comme êtres humains, tout simplement, pour que la vie puisse continuer
En dehors des sirènes de l'impunité, du racisme et du génocide, la CVR, c'est quoi? C'est une commission pour semer le brouillard dans les... Il n'y a aucune vérité qui est en train d'éclater aujourd'hui. Il n'y a aucune réconciliation qui soit en cours. Ou alors je me trompe. Est-ce que vraiment vous avez l'impression que lorsque pratiquement 1 million de Burundais vivent en dehors du Burundi et que peut-être un Burundais sur 5 aujourd'hui vit en dehors de celui, vous pensez que ça c'est vraiment la réconciliation? Non. Ils n'ont rien à offrir, c'est pour ça qu'on ne s'adresse pas vraiment à eux. Ils font leur chemin, ils font leur histoire comme d'autres racistes et d'autres dictatures ont fait leur chemin, leur temps. Nous espérons que ce temps va se raccourcir le plus possible pour laisser ce message, plutôt le message positif de ceux qui sont, de ceux qui sont solidaires, de ceux qui restent unis, de ceux qui se sentent burundais, pour que ce message puisse remplacer l'obscurité des racistes qui veulent nous imposer leurs infamités idéologiques qui confondent bêtement avec la démocratie. Et dans l'entretemps, les experts en justice transitionnelle estiment que le Burundi a raté une opportunité en or de construire une cohésion sociale dès la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Déclaration faite par Janine Nahigombeye au lendemain du 48e anniversaire de la commémoration du début des massacres de 1972. Analysons le contexte dans lequel a été structurée cette commission par rapport aux attentes du peuple burundais. L'experte en justice transitionnelle remet en question la qualité et la compétence morale de la constitution de la dite commission. Pour elle, cette dernière contribue plutôt à semer les germes d'une nouvelle crise. Je vous propose de suivre Janine Nahigombeye, experte dans le domaine de la justice transitionnelle. La mise en place de cette commission vérité, c'était l'outil extraordinaire pour gérer cette situation, pour permettre au pays de consigner, de recueillir toutes ces histoires pour que jamais on ne puisse dire que ces atrocités, ce génocide ne s'est pas passé au Burundi. Les poursuites pénales pour le Burundi, c'est très important. Mais il y a le volet de réforme, le volet de réparation. Ça vise vers les garanties de non-répétition. Malheureusement, la façon dont elle a été mise en place, le pays a raté une excellente opportunité pour que cet outil soit un outil crédible. Les Burundais, ils avaient dit clairement qu'ils voulaient des personnalités issues de la société civile, connues pour leur passé de défenseurs de droits humains comme commissaires. Malheureusement, le contexte politique actuel, contrairement à ce qui est dit et redit, il est très loin d'être apaisé. Si nous défendons nos droits en piétinant ceux des autres, vous allez désormais porter 2 casquettes, c'est celle de victime, de survivant, mais aussi la casquette de bourreau. Et en étant un bourreau, parce que vous pensez à vous venger, vous êtes un bourreau, vous êtes un criminel. En faisant cela, vous aurez semé les germes de la prochaine crise. Pour Janine Nahigombeye, l'élite burundaise a toujours confisqué, sinon manipulé, la vérité sur les crimes perpétrés au Burundi pour échapper à sa responsabilité de résoudre les conflits ethniques. Encore une fois, l'experte en justice transitionnelle. Je rends hommage à tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont été tués et jetés dans des fosses communes uniquement parce qu'ils étaient Hutus, sans oublier qu'il y a aussi eu des massacres de Tutsis, certes dans une moindre mesure, mais des Tutsis ont été massacrés durant cette période. Tous les gouvernements successifs au Burundi ont utilisé des massacres et contre-massacres et vengeance pour résoudre au fait des problèmes politiques. Depuis cette période à aujourd'hui, l'élite politique renie l'humanité à l'autre. En 72, c'était plus l'ethnie. En 93 aussi, c'était vraiment cristallisé sur l'ethnie. Et ces derniers jours, c'est plus le parti politique. C'est ça le nœud des massacres. Pour l'élite politique, si vous n'êtes pas de son camp, vous n'avez pas droit au soleil. Cette élite politique, elle est composée de personnes qui n'ont pas les mains blanches. Donc, ces personnes, ces politiques n'ont aucun intérêt à ce que
que donc cette mémoire des massacres de 72 et même la mémoire des massacres qui ont suivi soit transmise, parce que ça veut dire que le responsable devra rendre des comptes. L'élite politique au Burundi confisque cette mémoire ou bien la manipule pour que la société burundaise, en fait, elle va rester figée et va continuer cette guerre mémorielle. Donc le Burundi va continuer à vivre des conflits et il y aura toujours cette compétition mémorielle qu'on observe aujourd'hui. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. C'est toujours le magazine Humura Burundi parlant politique à présent. Début ce jeudi du retrait de nouvelles cartes d'électeurs pour le prochain scrutin. Ceux qui ont perdu les anciennes cartes et qui ont changé leur carte d'identité n'ont pas eu droit aux nouvelles cartes d'électeurs. Marie-Ange Ilakodze nous en dit plus. Le retrait de nouvelles cartes d'électeurs a débuté dans la matinée de ce jeudi au bureau de vote situé généralement aux écoles fondamentales. Certains de ceux qui étaient présents pour le retrait n'ont pas eu leur nouvelle carte. Il s'agit principalement des gens qui ont perdu leurs anciennes cartes et qui, en même temps, ont changé leur carte nationale d'identité. Les membres du parti CNDD-FDD dans une telle situation n'ont eu des soucis quant au retrait de leur carte. Des Imbonerakure leur aident à avoir leur carte d'électeur après des consultations avec les agents de la CENI. En tel cas, s'est présenté au bureau de vote situé dans le quartier Mirango de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura. Sur ces cas, la CENI ne s'est pas encore exprimée. Mais dans un communiqué sorti ce mercredi, le porte-parole de cette commission, Philippe Nzobonariba, a fait savoir que pour les Burundais de la diaspora qui se sont fait enregistrer dans leur pays respectif de résidence, mais qui sont actuellement au pays, la CENI pourra confectionner leur nouvelle carte. Cette décision ne concernait pas néanmoins les militaires qui étaient en mission de maintien de la paix lors du précédent enrôlement. Pour ces derniers, leur cas sera d'abord analysé par leurs supérieurs, selon toujours le communiqué de la CENI. Merci Marie-Ange Ilakodze. Parallèlement, la campagne électorale se poursuit à travers tout le pays. Au 4e jour de cette campagne, les candidats des partis CNL et CNDD-FDD ont battu campagne au chef-lieu de la province Kayanza. Celui du parti Sawanya-Frodebu était en province Bururi. C'est au moment où l'indépendant Francis Lohero a fait campagne en province Bujumbura. Le pensée avec Éloge Divin Remesha. Pour la 4e journée de la campagne électorale, le candidat du parti CNL, Agathon Rwasa, a débuté la campagne au chef-lieu de la province de Kayanza. Dans son discours, le candidat Agathon Rwasa détrompe le parti au pouvoir quant aux conclusions du scrutin. Les crimes et forfaits commis par le CNDD-FDD à l'encontre des membres des partis de l'opposition justifient la faiblesse de ce parti, souligne Agathon Rwasa. Il va sans dire que la campagne électorale d'Agathon Rwasa en province Kayanza a été marqué par l'entrée officielle de plusieurs membres du parti CNDD-FDD au sein du parti CNL. Par après, Agathon Rwasa a poursuivi sa campagne en commune Utaganzwa de la même province de Kayanza. Quant au candidat du parti CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, la présence a été constatée en commune Muhanga de la province Kayanza. Dans cette province, le candidat du CNDD-FDD était en compagnie des présidents des deux chambres du Parlement, respectivement Pascal Nyabenda de la chambre basse, de même que Révérien Dikuriyo de la chambre haute. Pour Léonce Ngendakumana, candidat du parti Sawanya-Frodebu, le sud du pays était intéressant ce jeudi. En zone Gassanda de la commune et province Bururi, Léonce Ngendakumana a regretté la perturbation de la sécurité durant la période de gouvernance du parti au pouvoir. À la 4e journée de la campagne, le candidat indépendant Francis Lohero s'était rendu en commune d'Okabedzi de la province de Bujumbura. Son message était centré sur la promotion du tourisme et de la pêche dans cette localité riveraine du lac Tanganyika.
Merci Eloge Divin Remecha et le candidat indépendant Dieudonné Naïman a battu campagne en province de Bubanza. Et parlons toujours du déroulement de la campagne électorale, l'intolérance politique fait de plus en plus parler d'elle en cette période où la campagne électorale bat son plein. Dans les provinces d'Ongozi et Chibitoke, les opposants, en particulier les membres du parti CNL, sont souvent torturés ou emprisonnés. Des bavures imputées aux membres de l'ordre, aux agents de l'ordre et aux militants du CNDD-FDD, les Imbonerakure. Et malgré cette situation, la police burundaise reproche aux militants du parti CNL, dirigé par Agathon Rwasa, de piétiner les principes qui régissent la campagne électorale et de persécuter les membres des autres partis politiques. Dans un point de presse animé ce mercredi, Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité public, a indiqué également que cela se fait en violation de la loi. Le parti CNL, quant à lui, rejette en bloc toutes ces accusations et pointe du doigt les Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD d'handicaper toujours ses activités. Le point c'est avec Emmanuel Niyungeku. Dans son point de presse animé ce mercredi, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique déplore l'attitude et le comportement indigne de certains politiques en cette période de la campagne électorale. Ici, Pierre Nkurikiye, porte-parole de son ministère, donne l'exemple de cette personne, dont une blessée qui, selon lui, ont été enlevées par des militants du parti CNL lundi dernier au moment où Agathon Rwasa procédait à l'ouverture de sa campagne électorale dans la province Ngozi. La première personne a été enlevée vers 13h sur la route qui passe par Ngozi et qui va à Gitega. Il a été enlevé dans un véhicule et amené quelque part et a subi des coups et blessures. Il a été retrouvé par la police avec des habits maculés de sang et dans un état critique. La deuxième personne qui a été enlevée par ces militants du CNL, c'est une personne qui a été arrêtée à Burengo vers 13h30 et vers 18h. Et même les militants ont enlevé 5 militants du CNDD-FDD. Les ont arrêtés à l'endroit appelé Kwahambari dans un véhicule de marque Jeep Prado. La police les a poursuivis et les ont relaxés à l'endroit appelé Kongaka vers Gashikano. Le porte-parole de la police burundaise accuse le patron du parti CNL d'avoir incité ses militants à la guerre à travers le discours qu'il a tenu. Nous avons aussi regretté le discours du leader de ce parti qui a appelé ses militants à s'en venir en main avec les militants du parti CNDD-FDD, et ce que nous considérons comme une incitation à la violence qui est prévue et punie par la loi burundaise. Et nous interpellons ces militants-là parce que s'ils s'adonnent à des adversaires politiques, ils seront en train de violer la loi et dans ce cas-là, ils vont être appréhendés et traduits devant la justice. Le parti CNL rejette en bloc ces accusations. Le porte-parole de ce parti dit plutôt que ce sont les membres du parti au pouvoir qui déstabilisent leurs activités politiques. Terence Manirambona évoque à titre illustratif le cas de deux Imbonerakure appréhendés au stade de Muremera en cette même province Ngozi. Ces Imbonerakure ont été surpris en train d'enregistrer les plaques d'immatriculation des véhicules qui assuraient le transport des militants du parti CNL. Solidaire du parti d'Agathon Rwasa affirme que ces Imbonerakure ont été remis aux forces de l'ordre. Merci Emmanuel Niyungeko. Et dans notre série de reportages sur les projets de société de différents candidats aux prochaines présidentielles, aujourd'hui nous vous parlerons de l'indépendant Francis Rohero. Trésor Nyongabo nous parle de ses principaux projets. Le projet de société présenté par Francis Rohero, un des indépendants qui concourt à la place de président de la République, est subdivisé en 5 grands chantiers, à savoir celui de la gouvernance et du leadership. Partout, on peut copier, on peut avoir des écrits partout, mais ce qui a toujours manqué dans ce pays, c'est le cœur d'un dirigeant. Quelqu'un qui a une situation stable, quelqu'un qui ne vient pas avec de la colère, quelqu'un qui ne vient pas avec de la lamentation à critiquer les autres, à s'imaginer le mal des autres, mais à vouloir lui-même donner son âme pour le meilleur des autres. Ce candidat indépendant à la présidentielle a également promis à son électorat de faire preuve de transparence dans la gestion du patrimoine économique du pays, fondement du développement durable. Si nous arrivons à avoir ce dirigeant, quelqu'un qui est vraiment stable dans sa conviction, qui a une vision vraiment claire, ça va nous permettre d'investir dans ce qui est de la production. Il va d'abord abstenir des finances publiques, empêcher les corruptions et autres choses qui empêchent donc de garantir la visibilité des finances publiques. Ainsi, il va investir dans l'agriculture, il va investir dans le commerce, il va investir dans l'élevage, dans les transports publics, et tout cela
va faire en sorte que, grâce à ce chantier, on mettra beaucoup de gens au travail. Parmi les piliers du programme de Francis Rohero figure entre autres l'autonomisation des instances judiciaires et des forces de l'ordre et la liberté de la presse. Francis Rohero fait savoir à ses électeurs qu'il se focalisera aussi sur la restructuration du domaine de l'éducation et de la santé publique, sans oublier de donner une place considérable aux associations de la société civile. Pour lui, ces piliers contribueront à la diminution de la pauvreté et du chômage auxquels font face les Burundais. Célébration ce vendredi de la fête du travail et des travailleurs. Dans son discours à la nation, le président Pierre Nkurunziza brosse le bilan de ses 15 ans au pouvoir. Pierre Nkurunziza déplore que pour les 10 premières années de son pouvoir, il n'a pas pu mettre en application ses programmes suite aux gens qui, selon lui, travaillent pour le solde des colons qui lui mettaient les bâtons dans les roues. Écoutez plutôt le président Pierre Nkurunziza. Le jour où nous avons accédé au pouvoir, le pays venait de passer plus de 10 ans en guerre. L'économie avait chuté et les Burundais étaient désespérés et fatigués à cause de cette guerre. À cette époque, certains Burundais étaient caractérisés par la haine, ce qui a entraîné le retard dans la réalisation de nos projets. Nos 10 premières années au pouvoir ont été difficiles pour nous, car nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Des pièges provenant des ténèbres que le Burundi a vécu depuis l'arrivée des colons jusqu'en 2005 nous ont été tendus. À part les associations ou les syndicats qui travaillaient pour le compte des colons, mais aussi les procès-verbaux et les comportements à caractère divisionniste, la corruption, les malversations des fonds publics, l'ignorance, la paresse, etc. ont marqué le Burundi. Dans ces 10 dernières années, depuis 2005 jusqu'en 2015, nous avons traversé des moments difficiles. Parmi les problèmes que nous avons rencontrés figurent une corruption sans précédent, l'enrichissement illicite ainsi que le détournement des fonds publics pour une catégorie de personnes. Le président Pierre Nkurunziza se vante cependant que son pouvoir a atteint son apogée les 5 dernières années. Encore une fois, Pierre Nkurunziza. Les travaux accomplis dans ces 5 dernières années sont irréprochables. Tenez, l'ONA complique que l'on n'a pas été créé pour quémander, mais plutôt l'entraide mutuelle. Nous avons œuvré à la merci de tout le monde. Ceux qui nous avaient délaissés ont été très étonnés. Nous avons accompli des progrès très remarquables dans tous les secteurs de la vie nationale. Le BER, en collaboration avec les administratifs et les forces de l'ordre, ont fait des progrès dans la collecte des recettes. Cela a permis au gouvernement de s'autofinancer jusqu'à plus de 90%, alors qu'au départ, il s'autofinançait jusqu'à 45% uniquement. Il y en a ceux qui s'attendaient à ce que le gouvernement ne puisse pas payer les salaires de ses fonctionnaires. Cela n'a pas été le cas. Par contre, on est même parvenu à majorer les salaires dans le cadre du projet de l'harmonisation des salaires. Les hommes d'affaires burundais ont implanté des usines et des entreprises commerciaux qui ont beaucoup appuyé l'économie du pays. On a continué avec le projet de construction des stades modernes, des salles de classe, des structures de santé, ainsi que des hôtels, des résidences et des administratifs, etc. Le palais présidentiel, surnommé Nahirushatsi, en l'honneur du fondateur du Burundi, est aujourd'hui apprécié par les Burundais et même les étrangers. Nous avons initié des coopératives sur toutes les collines du pays et chacune a reçu en près de 10 millions. Le président Pierre Nkurunziza a été repris en français par Vicky Chris Nineletse. Clôturons avec l'information en rapport avec la pandémie Covid-19. Le président burundais indique que les mesures prises jusqu'ici sont suffisantes pour faire face à la maladie à coronavirus, mais certains experts préconisent plus de précautions. Émile Nivasumba. C'est la première fois que le président de la République s'adresse à la population sur le sujet de la pandémie de Covid-19. Dans son discours relatif à la journée internationale du travail, Pierre Nkurunziza indique que les mesures appropriées ont déjà été prises pour faire face au coronavirus. Selon lui, le Seigneur va protéger les Burundais
comme il le faisait souvent dans le passé. Pierre Nkurunziza souligne que le coronavirus va passer et que la situation va redevenir normale. Mais selon un médecin américain, Dr Fauci, il faut faire plus pour lutter contre ce nouveau coronavirus. C'est un virus qui se propage très facilement. Il a une grande mobilité. Mais le plus souvent, ça passe par l'éternuement ou par la toux. Une personne contaminée peut contaminer une autre en pleine circulation à partir des gouttelettes qu'elle lâche en éternuant ou en toussant. Donc tu peux entrer dans ta chambre en pensant que tout est normal alors que c'est faux. Ça c'est le premier mode de contamination, les gouttelettes d'un malade. Is handshaking when people naturally go like that, they cough. Mais il y a un autre mode de contamination, et c'est très important, des poignées de main. Les gens ont l'habitude tout à fait naturelle de se couvrir la bouche et le nez avec la main lorsqu'ils éternuent ou toussent. Et après, vous vous serrez la main, alors qu'il y en a parmi vous qui sont contaminés. Ou bien, ils ouvrent la porte, et vous ouvrez la même porte 15 minutes plus tard. Vous savez, le virus peut survivre sur des objets en acier ou en plastique pendant au moins quelques heures. For at least several hours. So that's the thing you've got to be careful of. That's one of the reasons why, if you really want to be careful, besides the social distancing of 6. C'est pour cette raison que si vous voulez vraiment être prudent, en plus d'environ 2 mètres de distanciation sociale, ne serrez jamais la main de personne et lavez vos mains le plus souvent possible parce que vous avez peut-être touché à quelque chose. Wash your hands as often as you can because you may be inadvertently touching something. Se basant sur la campagne électorale qui rassemble depuis lundi des milliers de militants dans tout le pays, certains médecins indiquent que les mesures prises par le gouvernement du Burundi pour lutter contre le coronavirus ne sont pas du tout à la hauteur. Émile Nibasumba. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 30 avril 2020. Avant de vous quitter, une pensée à nos 4 collègues du groupe de presse Iwachu qui totalise 192 jours de détention appréhendés alors qu'ils se rendaient sur terrain s'enquérir de la situation d'insécurité qui prévalait le 22 octobre 2019 à Musigati. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sûreté intérieure de l'État. Ils attendent le procès en appel. Merci pour votre écoute. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.